Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va aborder une histoire qui a secoué tout un pays. Si je vous dis bar, pêcheur et bot, vous savez pas comment ces trois éléments peuvent générer une histoire de true crime ? Bien restez ici, parce que moi je vais tout vous raconter. Et avant de commencer les amis, n'hésitez pas à liker et à vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas manquer la suite des vidéos à venir. Je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Continuez, ça fait extrêmement plaisir. Et moi, forcément ça me motive de plus en plus. En tout cas, nous, on part pour notre récit, c'est parti. Pour cette histoire, nous devons remonter en janvier 2017 et nous devons nous rendre en Islande, dans la capitale Reykjavik. Parce que c'est là-bas que vit une jeune femme de 20 ans, prénommée Birna Brjánsdóttir. Alors, après cette prononciation, je me sens obligé de faire un interlude pour m'excuser auprès de tous les Islandais et toutes les personnes qui parlent cette langue, parce que clairement, tout au long de cette vidéo, il va y avoir un massacre linguistique. Bref, donc Birna est une jeune femme dans la vingtaine, dont la profession est vendeuse, et elle a d'excellentes relations avec tous ses amis qui la décrivent d'ailleurs comme une fille joyeuse et très agréable à vivre. A priori donc, personne ne lui en veut et il n'y a aucune raison pour elle de se faire un sang d'encre. Il n'y a aucune raison que quelqu'un lui veuille du mal. Et ceci est d'autant plus vrai lorsqu'on sait que cette histoire se déroule en Islande. Eh bien oui, parce que l'Islande est une terre austère pour les personnes comme moi qui recherchent des affaires criminelles, car là-bas, il n'y en a presque pas, quasiment aucune. Entre 1997 et 2017, le nombre d'assassinats enregistrés dans le pays n'est que de 2 par an en moyenne. Et les années 2003, 2006 et 2008 ont même enregistré aucun meurtre. Et bien que la population de ce tout petit pays s'élève à seulement 336 000 habitants, ce qui est très peu effectivement, le ratio est quand même fantastique. Et puis culturellement, l'Islande est un pays relativement calme, il y a très peu d'urbanisation, et donc finalement, cela génère un taux de criminalité assez bas. D'ailleurs, la criminalité est si basse en Islande que les policiers, là-bas, ne portent pas d'armes à feu. Bref, tout ça pour vous dire que Birna est une femme sans problème, qui vit dans un pays où le taux de criminalité est l'un des plus bas du monde, et a priori, n'a pas à craindre pour sa vie. Et au contraire, elle aime la vie, et elle aime sortir et en profiter, et comme tous les vendredis soirs, ce vendredi 13 janvier 2017, elle décide de sortir avec ses amis dans des bars. Rien de tel que de se rendre dans un petit bar local de la ville de Reykjavik, après une journée particulièrement harassante, à devoir traiter avec des clients de plus ou moins bonne humeur. Birna et ses amis, sur la première partie de soirée, n'hésitent pas à descendre quelques verres, à jouer à des jeux de société, et lorsque l'heure se fait un peu plus tardive, ils décident de se rendre dans une boîte de nuit nommée Hura. La plupart du temps, des groupes de musiciens offrent des prestations en direct, ce qui permet d'avoir une très bonne ambiance au sein de cet établissement, et Birna et ses amis y vont pour en profiter. Mais l'heure avançant, certains amis de Birna commencent à ressentir de la fatigue. Il est alors environ 2h ou 3h du matin et certains d'entre eux, la plupart même, souhaitent rentrer. Et Birna, elle, au contraire, est en pleine forme, certainement du fait des boissons alcoolisées qu'elle a descendues toute la nuit, et elle veut continuer à fêter. Et à 5h du matin, tout le monde est fatigué, y compris les employés de la boîte de nuit qui rallument les lumières, signe que la fête est finie, même pour les derniers fêtards. Il est temps alors pour la jeune femme de rentrer, direction le logement de son père où elle habite, pour finir la nuit et avoir une bonne gueule de bois le lendemain. Non mais les vrais on se comprend. Birna va alors emprunter l'une des artères principales de la ville de Reykjavik. Il est à peu près 5-6 heures du matin, il fait moins 9 degrés, après tout l'Islande est un pays nordique, et on peut d'ailleurs la voir sur une image de vidéosurveillance en train de tituber dans la rue et en train d'essayer de rentrer chez elle, avec quand même un taux d'alcoolémie assez élevé. D'ailleurs, la tenue de Birna est assez reconnaissable sur la vidéosurveillance. On voit qu'elle a un pull gris, un sweat à capuche noire, un jeans noir, ainsi que des bottes. Il est précisément 5h25 du matin lorsque l'on observe ces images sur la vidéosurveillance, et on peut d'ailleurs remarquer que Birna va malencontreusement rentrer dans des passants, mais elle va continuer son chemin. Et ces images de Birna captées par les caméras de vidéosurveillance sont les dernières de la jeune femme encore en vie. Car le lendemain matin, la jeune Islandaise ne se présentera pas sur son lieu de travail. Et Birna n'a pas ce genre de comportement habituellement. Elle n'hésite absolument pas à prévenir si elle devait être absente. Une très bonne amie et collègue qui trouve ce comportement suspect va essayer de contacter Birna bien entendu par téléphone, mais elle tombera immédiatement sur la messagerie de celle-ci. Et là encore, tomber directement sur la boîte vocale du Birna est un indice que tout n'est pas en train de se dérouler normalement. Et la collègue et amie de Birna va donc essayer de contacter d'autres amis de celle-ci pour savoir s'ils savent où elle se trouve. Et comme je vous l'avais expliqué auparavant, l'ensemble des amis de Birna avaient quitté la boîte de nuit environ aux alentours de 2 ou 3 heures du matin, ce qui signifie
qu'aucun d'entre eux n'a eu des nouvelles de celle-ci à partir de ce moment-là. Bien entendu, les parents de la jeune Islandaise s'inquiètent également, et la mère de la jeune femme, en fin d'après-midi, va immédiatement contacter la police, puisqu'à partir de ce moment-là, elle comprend qu'il y a un souci avec sa fille. Les agents de police vont alors immédiatement se saisir de l'affaire, et ils vont remplir un rapport de disparition, puisqu'ils trouvent ce cas absolument inhabituel, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure en Islande. Les enquêteurs vont alors essayer de reconstituer l'itinéraire de Birna le plus loin possible avec les images de vidéosurveillance qu'ils arrivent à récupérer. Comme vous le savez, les images de la jeune femme s'arrêtent à 5h25. Ils vont alors ensuite essayer de tracer le GPS de son téléphone. Et le téléphone portable de Birna va donner un indice, puisque lui était encore actif jusqu'à 5h50 du matin, et il aura déclenché une borne relais à peu près à 10 km au sud de Reykjavik, et plus précisément dans le quartier d'Afnarfjordur. Mais après cela, le téléphone aura été éteint manuellement. Mais ce coin-là de la ville est une zone industrielle et portuaire, et il n'y a pas de raison pour laquelle la jeune femme serait allée vers là-bas. Et hormis le déclenchement de cette borne de téléphonie mobile, eh bien, les enquêteurs n'ont pas grand-chose d'autre à se mettre sous la dent, hormis, évidemment, les images de vidéosurveillance aussi. Et en Islande, cette histoire va véritablement avoir l'effet d'une onde de choc. Et sur les réseaux sociaux, elle va faire jaser énormément. Beaucoup de personnes vont partager, et la police va tout faire pour essayer de la résoudre. Au point que la responsabilité de l'enquête sera déléguée à Grimur Grimson, qui est l'un des meilleurs enquêteurs du pays, si ce n'est le meilleur, de par son efficacité. Et avec l'effervescence de l'affaire, l'équipe de Grimson va donc reprendre l'ensemble des images et des bandes de vidéosurveillance pour voir s'il n'y a pas un détail qui a échappé aux enquêteurs. Et en effet, ils vont remarquer quelque chose. Une voiture, un petit modèle de marque Kia et de couleur rouge, va croiser la route de Birna. Et ce, moins de 30 secondes après que la jeune femme soit sortie de la boîte de nuit. Cela peut paraître insignifiant dit comme ça, mais pour les enquêteurs, il y a eu quelque chose, en tout cas qui n'a pas été révélé immédiatement, qui a porté leur attention là-dessus. Malheureusement, la plaque d'immatriculation du véhicule est illisible de par la résolution qui est trop basse pour permettre de distinguer les lettres ainsi que les chiffres. La police va alors rechercher dans le registre national tous les modèles de ce type et de cette couleur. Mais malheureusement, il y en a plus d'une centaine, ce qui complique quand même la tâche des enquêteurs. Et Grimur Grimson et ses hommes, en attendant que la piste de la voiture donne éventuellement quelque chose, continuent d'approfondir les premières pistes qui avaient déjà fait l'objet d'une première vérification. C'est alors qu'ils vont retourner dans la zone industrielle et portuaire, là où le téléphone portable de Birna avait donné pour la dernière fois un signal GPS. Et même si lors de leur premier passage, les effectifs de police ont fait chou blanc, le deuxième passage, lui, va être plus prometteur. Puisqu'en retournant dans cette zone et en la fouillant de fond en comble, ils vont tomber sur une paire de bottes noires. Une paire de bottes de la marque Doc Martens, et ils suspectent fortement que celles-ci appartiennent à Birna. Plus tard, elles seront envoyées en laboratoire d'analyse, et il y aura la confirmation que ce sont là les bottes de la jeune Islandaise. Mine de rien, il s'agit là d'un grand pas dans ce mystère, puisque les bottes constituent la première pièce à conviction de cette affaire. C'est alors que les événements vont s'enchaîner, puisque les bottes de Birna ont été retrouvées dans cette zone portuaire, que le téléphone mobile de Birna a donné son dernier signal ici. Eh bien, les enquêteurs vont décider de vérifier les vidéosurveillances dans cette zone-là. Et leur esprit de déduction a été bon, puisqu'en utilisant les images de vidéosurveillance de la zone portuaire, ils vont retomber sur quelque chose de familier, le petit modèle de voiture Kia de couleur rouge. Et la voiture mystérieuse n'est pas garée n'importe où. Elle est garée à côté d'un chalutier de 65 mètres, un bâtiment de pêche, nommé le Polar Nanok. Et le Polar Nanok n'est absolument pas un bateau de nationalité islandaise. C'est un bateau en réalité groenlandais, autrement dit danois, puisque vous le savez, le Danemark détient le Groenland. Et des images non révélées au public démontrent très distinctement un homme sortant de la petite voiture rouge pour se diriger de façon chancelante et apparemment ivre vers le bâtiment de pêche. Et sur ce film de vidéosurveillance, une fois que l'homme est sorti et est entré dans le bateau de pêche, la voiture repart. Et lorsqu'elle repart, la plaque d'immatriculation est très nettement visible. Immédiatement, les enquêteurs lancent une analyse de la plaque d'immatriculation. Et ils constatent qu'il s'agit là d'un véhicule loué. Sachant cela, Grimur Grimson et son équipe n'a plus qu'à aller recueillir le nom de la personne qui a décidé de louer ce véhicule auprès de la société locatrice de voitures. Et presque sans surprise, le nom de la personne sur le registre de location pour la petite voiture rouge est le même
que celui d'un des employés du chalutier. Il s'agit là de Thomas Möller-Olsen, un pêcheur groenlandais qui avait débarqué en terre islandaise dans le cadre de son travail. En revanche, les enquêteurs ne sont pas nécessairement satisfaits du profil de ce jeune homme, puisqu'en enquêtant sur ses antécédents, eh bien, ils se rendent compte qu'il n'en a quasiment aucun. Si ce n'est une petite ligne sur son casier judiciaire pour de la consommation d'herbe, mais qui ne permet pas de relier directement au crime que Birna a possiblement subi. En plus de ça, la voiture de location avait été ramenée entre-temps par Thomas Möller à la société de location qui l'avait relouée à une famille. Et lorsque les policiers ont saisi cette voiture, eh bien ils se sont rendus compte qu'elle avait été nettoyée. Et vous comprenez dès lors que cela pose un problème majeur, puisque le nettoyage de la voiture a pu effacer toutes les traces qui auraient pu servir de preuve. Et malgré le nettoyage, la police va tout de même saisir le véhicule et faire des recherches approfondies parce que la famille qui avait loué cette voiture juste après s'était plaint de l'odeur sur le siège arrière. Cette zone va alors être minutieusement fouillée et analysée par les équipes techniques et scientifiques de la police pour essayer de détecter quoi que ce soit. Et ils font bien, car ce qui pourrait s'apparenter à des traces de sang est immédiatement prélevé et envoyé au laboratoire. En observant le dessous de la voiture également, ils constatent que celle-ci a subi quelques petits dommages, comme si elle avait dû passer par des sentiers battus ou bien des chemins peu conventionnels. Désormais, Grimur Grimarsson ainsi que ses hommes disposent d'assez d'éléments pour aller se confronter à Thomas Möller-Olsen. Et puis finalement, il n'est pas difficile à localiser. Un bateau de 65 mètres, eh bien, c'est facile à repérer. Mais, comme je viens de le dire, c'est un bateau, et ça se déplace. Et lorsque la police se rend à nouveau à l'endroit où le chalutier se trouvait, eh bien, désormais il n'y est plus, et il est apparemment à plus de 160 km déjà dans les eaux du Groenland. Et ce départ spontané est une particulièrement mauvaise nouvelle pour les enquêteurs, puisque eh bien, Thomas Möller-Olsen est un citoyen groenlandais, le bateau est groenlandais, et il se trouve dans les eaux groenlandaises. À partir de ce moment-là, ça devient compliqué pour la police islandaise d'intervenir. Deux choses surprenantes vont alors arriver. La première, c'est qu'un échange diplomatique entre l'Islande et le Danemark va permettre aux Islandais d'envoyer une équipe de policiers pour aller sur le bateau. La seule force de police armée islandaise va alors décoller avec un hélicoptère et au bout de 90 minutes, atteindre le bateau, descendre en rappel dessus, et lui ordonner de faire demi-tour. Enfin, lui ordonner de faire demi-tour. Et c'est là la deuxième chose, ce n'est pas réellement le cas, puisque le bateau avait déjà enclenché un chemin retour vers l'Islande. En réalité, le capitaine du Polar Nanook avait entendu parler de cette histoire sur internet et ça avait fait grand bruit. L'histoire de la Kia rouge, la voiture mystère en Islande, était arrivée jusqu'aux oreilles de l'équipage. Et lorsque cette rumeur avait atteint le bateau et l'ensemble de ses matelots, eh bien, un certain Thomas Möller-Olsen avait commencé à se sentir très mal au point qu'il avait dû être mis sous sédatif. Ce comportement avait alors mis la puce à l'oreille du capitaine qui avait décidé, pour faire le clair sur cette histoire, de faire demi-tour jusqu'en Islande et de régler ça s'il y avait quelque chose à régler. Thomas Möller-Olsen est immédiatement appréhendé. Il est envoyé en détention, le temps de répondre aux questions des enquêteurs, mais également un autre matelot prénommé Nikolai est envoyé en détention aussi. Nikolai est en réalité la personne que l'on voit sur les images de vidéosurveillance en train de sortir ivre-mort de la petite voiture rouge pour se rendre dans le chalutier. La police va alors interroger les deux matelots, Thomas et Nikolai, en commençant par ce dernier. Celui-ci expliquera qu'il ne s'est pas rendu dans le centre de Reykjavik avec la petite voiture rouge et avec Thomas. Il aura pris un taxi, s'est rendu dans le centre et lorsque Thomas l'a rejoint, il était déjà ivre-mort. Et il y a pas mal d'alibis qui confirment cette version. Il se souvient uniquement que pour le chemin retour, il était effectivement dans la voiture rouge, complètement ivre-mort, que deux femmes sont rentrées dans la voiture, dont Birna. Thomas expliquera plus ou moins la même chose, en tout cas jusqu'au moment où il a déposé Nikolai, puisqu'il dira ensuite qu'il a conduit la voiture rouge jusqu'au bout du port, où il a embrassé Birna. La deuxième femme était toujours là, mais ce n'est pas allé plus loin et il a ensuite déposé les deux jeunes femmes au rond-point le plus proche. Malheureusement pour Thomas, eh bien, la police sait d'ores et déjà qu'il est en train de mentir. Puisque vous le savez, les enquêteurs ont immédiatement fouillé la moindre bande de vidéosurveillance pour voir ce qu'il s'était passé avec cette voiture rouge. Ils savent pertinemment que Thomas a quitté le port à environ 7 h du matin pour se rendre dans un magasin de bricolage et y acheter des produits de nettoyage. En plus de ça, le médecin qui a examiné les deux hommes a remarqué sur Thomas des égratignures au niveau de sa poitrine, comme si quelqu'un s'était débattu de lui laissant ses traces sur son corps. En allant plus loin et en fouillant la cabine du jeune homme sur le chalutier,
ils vont y découvrir 23 kg d'herbe. Et toujours sur le navire, dans la décharge de celui-ci, le permis de conduire de Birna sera retrouvé. Les preuves accablantes envers Thomas Möller Olsen sont en train de s'accumuler et les policiers n'hésitent à aucun moment pour resserrer l'étau. À 11h45, le 22 janvier 2017, les recherches sont toujours en cours pour essayer de retrouver Birna. Et elle mobilise un grand nombre de personnes, plus de 750. Et alors qu'un hélicoptère des gardes de côte est en train de faire une ronde à basse altitude sur les côtes pour essayer de retrouver la jeune fille, ils vont retrouver effectivement Birna. Et ce sera le corps inanimé de la jeune femme, décédée au bord de l'eau. L'autopsie va dévoiler que la jeune femme a été frappée violemment au visage. Elle aura été également étranglée. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'elle n'est pas décédée de ses coups ou de la strangulation. Non, Birna, après les coups et l'étranglement, était toujours en vie et elle est bel et bien décédée de noyade. Thomas Möller Olsen, avec toutes ses preuves accablantes et surtout la saisine importante de drogue sur le bateau, est incarcéré immédiatement. Nikolai, en revanche, son compagnon, lui, a été déclaré innocent et il est relâché. Lors de son procès, Thomas va reconnaître la possession de drogue mais va nier le meurtre de Birna. Il va même, au contraire, essayer de tout mettre sur son collègue Nikolai. Il va venir avec une version complètement rocambolesque, expliquant qu'il n'était qu'un simple chauffeur et que Nikolai et Birna s'étaient embrassés, qu'ils étaient sortis tous les deux à l'extérieur de la voiture, et lorsque Nikolai est revenu, à son grand étonnement, il était tout seul. Bien évidemment, ce stratagème ne fonctionnera absolument pas, puisque l'ADN de Thomas Möller Olsen a été retrouvé sur les lacets et les bottes de Birna. L'ADN de Birna, lui, a bel et bien été retrouvé également dans la voiture rouge, et enfin, une empreinte digitale de Thomas sur le permis de Birna a également été prélevée. Au terme de son procès, Thomas sera alors condamné à une peine de 19 ans de prison, ce qui semble, somme toute, dérisoire pour le meurtre de la jeune fille. Dérisoire lorsqu'on sait que les peines appliquées aux États-Unis peuvent aller de manière exagérée jusqu'à des centaines d'années. Cela n'en reste pas moins une bien triste affaire pour la pauvre Birna qui n'avait rien demandé à personne et qui était simplement allée s'amuser dehors. Donc, vous vous en rendez compte, c'est une leçon à retenir. Quand vous sortez, peu importe où c'est, même si c'est dans l'endroit le plus sûr que vous puissiez connaître, eh bien méfiez-vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça change un peu de pays, l'Islande, comparé aux États-Unis où certes, il y a beaucoup de fous là-bas aussi. Mais je trouvais cette enquête particulièrement intéressante et ce mystère finalement résolu aussi. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas manquer la suite des vidéos à venir. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Ciao.